Sur l'autoroute 577, une nuit sans lune enveloppait la route d'un silence oppressant, seulement troublé par le ronronnement discret du moteur d'une berline noire. Au volant, Claire Dubois, colonel de l'armée américaine d'origine française, scrutait l'horizon, ses mains fermement posées à 10h et 2h sur le volant. Après une conférence militaire harassante à Little Rock, elle rentrait chez elle, dans le Missouri, son esprit encore saturé des discussions stratégiques et des poignées de main protocolaires. Pourtant, une intuition, aiguisée par des années de service et des missions périlleuses, lui murmurait qu'un danger rôdait. Ses yeux, habitués à détecter l'anormal, balayaient les rétroviseurs, cherchant une ombre, un mouvement, une menace. Rien, pour l'instant. Juste l'asphalte qui défilait sous ses phares et le crépuscule qui s'épaississait, peignant le ciel d'un violet profond. Claire, femme d'une discipline de fer, n'était pas du genre à céder à la paranoïa, mais ce soir-là, son instinct ne mentait pas. Quelque chose allait mal tourner. Soudain, une lueur fugitive dans le rétroviseur central attira son regard. Une Dodge Charger, siglée du comté, roulait à une distance suspecte, ses phares éteints pour mieux se fondre dans l'obscurité. Claire plissa les yeux, son pouce accélérant légèrement. Elle connaissait ce genre de manœuvre, vu trop souvent dans des zones de conflit où l'embuscade guettait. Elle ralentit imperceptiblement, testant la réaction du véhicule. La Charger se rapprocha, confirmant ses soupçons. Puis, sans avertissement, des gyrophares rouges et bleus éclatèrent dans la nuit, déchirant le calme. Claire expira lentement, maîtrisant la tension qui montait en elle. Elle actionna son clignotant, se rangea avec prudence sur l'accotement gravillonné, et coupa le moteur. Ses mains restèrent visibles sur le volant, un réflexe appris non pas à l'académie militaire, mais dans la réalité brutale des interactions avec certaines autorités locales. Être dans son droit, elle le savait, ne garantissait pas toujours la sécurité. La portière de la Charger s'ouvrit avec un grincement métallique, et un homme en sortit, silhouette élancée drapé dans un uniforme de shérif adjoint. Ses lunettes miroirs reflétaient les dernières lueurs du crépuscule, masquant ses yeux. Il s'approcha d'un pas assuré, frappant la vitre de Claire avec ses jointures, un geste d'une impatience calculée. Claire baissa la fenêtre à moitié, son regard calme mais perçant croisant celui du député, ou plutôt son propre reflet dans ses lunettes. « Bonsoir, officier, dit-elle, sa voix posée, teintée d'un léger accent français qui trahissait ses origines. En quoi puis-je vous aider ? L'homme ignora sa courtoisie, son ton devenant abrupt. Permis et carte grise. Tout de suite. Claire obtempéra, tendant les documents avec des gestes délibérément lents, ses mains toujours visibles. Elle savait que le moindre mouvement brusque pouvait être interprété comme une menace, même si elle n'avait rien à cacher. Du moins, pas encore. Le député, dont le badge indiquait « Jacques Moreau », examina son permis avec un rictus moqueur, ses yeux glissant des plaques du Missouri à l'uniforme militaire soigneusement plié sur le siège passager. « Vous, les gens de passage, vous adorez traverser mon comté, hein » lança-t-il, son ton chargé de mépris. Claire soutint son regard, impassible. Ce n'était pas un simple contrôle routier. Elle l'avait compris dès que les gyrophares s'étaient allumés. Ce genre de situation, elle l'avait déjà vécu, non pas sur un champ de bataille, mais sur les routes américaines, où sa couleur de peau semblait parfois être un motif suffisant pour un interrogatoire. « Je suis en règle, officier, répondit-elle, son ton ferme mais neutre. Jacques ricana, jetant d'un coup d'œil à son partenaire, un homme massif resté près de la Charger, dont la silhouette se découpait dans l'éclat des phares. « En règle, elle dit. » marmonna-t-il, avant de retourner à son véhicule, son pas traînant sur le gravier. Claire profita de ce bref répit pour verrouiller son téléphone, glisser discrètement dans sa poche. Elle savait que révéler son grade militaire trop tôt pouvait compliquer les choses. L'expérience lui avait appris que certains hommes comme Jacques Moreau voyaient dans une femme noire, même en uniforme, une cible facile, et non une autorité à respecter. Elle garda son calme, mais une lourdeur s'installa dans sa poitrine, un mélange de colère contenue et d'appréhension. Quelques minutes plus tard, Jacques revint, accompagné de son partenaire, un colosse nommé Louis Garnier, dont les articulations craquaient à chaque pas. Les deux hommes se postèrent de part et d'autre de sa voiture, comme des prédateurs encerclant une proie.
Descendez, aboya Jacques, tapant de nouveau sur la vitre. Claire déboucla sa ceinture, ouvrit la portière et sortit, se tenant droite, les épaules carrées, son port militaire trahissant une assurance qu'elle cultivait depuis des années. Jacques s'avança, son souffle lourd frôlant son visage. On va voir ce que vous cachez, dit-il, arrachant les décorations militaires de son blouson et les jetant dans la poussière. Claire serra les dents, son instinct de combat rugissant en elle, mais elle resta immobile. Ce n'était pas une question de force physique, mais de pouvoir. Ces hommes ne cherchaient pas une infraction. Ils cherchaient à l'humilier. Louis, de son côté, ricana, ses doigts jouant avec une matraque à sa ceinture. « T'as de la chance qu'on soit de bonne humeur, lança-t-il, son regard glissant sur elle avec une insolence assumée. Claire ne répondit pas, son esprit déjà en train de calculer ses options. Elle avait une arme secrète, pas dans son holster, mais dans son téléphone. Une connexion directe avec le Pentagone, réservée aux urgences. Elle n'avait pas encore joué cette carte, mais l'heure approchait. Soudain, un bruit de moteur au loin brisa le silence. Un camion passa sur l'autoroute, ralentissant légèrement. Claire aperçut le visage d'un homme, Pierre, un routier aux traits fatigués, qui jetait un regard inquiet vers la Seine. Il hésita, son camion freinant presque à l'arrêt, mais un geste menaçant de Louis le fit accélérer. Pierre disparut dans la nuit, laissant Claire seule avec ses bourreaux. Elle nota mentalement la plaque du camion, un réflexe de survie. Ce témoin, même involontaire, pourrait compter plus tard. Jacques, ignorant l'incident, s'approcha encore, son haleine chargée d'alcool frôlant son oreille. À genoux, grogna-t-il, saisissant son cou pour la forcer vers le sol. Les graviers mordirent sa peau à travers son pantalon, et une rage froide la traversa. Elle sentit Louis derrière elle, murmurant des menaces à peine voilées sur ce qui pourrait arriver à une femme comme elle, dans un coin aussi isolé. Juste au moment où Jacques levait la main pour saisir ses menottes, le téléphone de Claire vibra dans sa poche, un son discret mais salvateur. Elle profita d'un instant de distraction pour glisser sa main vers l'appareil, appuyant sur un bouton prédéfini. Jacques la repoussa violemment contre la carrosserie de sa voiture, le métal brûlant sous ses paumes. « Tu crois que t'es maligne ?» cracha-t-il, arrachant son téléphone. Mais il était trop tard. L'appel était passé, et la voix grave du général Antoine Berger, son supérieur direct, résonna dans la nuit via le haut-parleur. Adjoint Jacques Moreau, ici le général Antoine Berger, département de la Défense des États-Unis. Relâchez immédiatement la colonelle Dubois, ou vous aurez des enquêteurs fédéraux à vos trousses avant l'aube. Jacques se figea, son rictus s'effaçant pour la première fois. Louis, moins sûr de lui, recula d'un pas, ses articulations craquant nerveusement. Claire releva la tête, son regard d'acier planté dans celui de Jacques. « Cet appel fait de moi quelqu'un que vous ne voulez pas défier, » murmura-t-elle, sa voix tranchante. Jacques serra les poings, sa mâchoire crispée, mais il défit les menottes qu'il s'apprêtait à lui passer, son geste empreint d'une rage contenue. Les deux hommes reculèrent vers leur chargeur, échangeant des regards lourds de sous-entendus. Claire remonta dans sa voiture, ses mains tremblant légèrement sur le volant. Elle savait que ce n'était pas fini. En reprenant la route, elle sentit leur phare dans son rétroviseur, suivant la distance, sans sirène. La nuit s'étirait, menaçante, et Claire comprit que le véritable combat ne faisait que commencer. La nuit semblait s'épaissir autour de l'autoroute 577, comme si l'obscurité elle-même conspirait pour engloutir Claire Dubois. Assise dans sa berline noire, les mains crispées sur le volant, elle jetait des coups d'œil nerveux dans le rétroviseur. Les phares de la Dodge Charger des adjoints Jacques Moreau et Louis Garnier la suivaient à distance, sans sirène, mais avec une menace silencieuse qui pesait plus lourd qu'un hurlement. L'appel au général Antoine Berger avait stoppé leur agression immédiate, mais Claire savait que des hommes comme eux ne renonçaient pas si facilement. Leur retraite n'était qu'une pause tactique, un repli pour mieux frapper. Son cœur battait à un rythme régulier, entraîné par des années de discipline militaire, mais une sueur froide perlait sur sa nuque. Elle n'était pas seulement une colonelle décorée de l'armée américaine, ce soir, elle était une proie, et la chasse était loin d'être terminée. Quelques kilomètres plus loin,
la chargeur accéléra soudain, ses phares grossissant dans le rétroviseur. Claire serra les dents, ses doigts effleurant le téléphone posé sur le siège passager. Elle n'avait pas le temps de rappeler Antoine. Un choc violent secoua sa voiture, projetant son corps contre la ceinture de sécurité. La chargeur venait de la percuter par l'arrière, un coup délibéré pour la déstabiliser. « Salaud !» murmura-t-elle, son accent français affleurant sous la colère. Un deuxième impact suivit, plus brutal, faisant crisser les pneus sur l'asphalte. La berline dévia, et avant qu'elle ne puisse reprendre le contrôle, un troisième choc la propulsa hors de la route. La voiture glissa sur l'accotement, plongeant dans un fossé bordé de broussailles. L'impact contre le volant lui coupa le souffle, et un goût métallique de sang envahit sa bouche. À travers la vitre fissurée, Claire aperçut les silhouettes de Jacques et Louis descendant l'embankement, leurs uniformes abandonnés pour des vêtements civils. Jacques portait un t-shirt noir, ses lunettes miroirs toujours vissées sur le nez, tandis que Louis arborait un tatouage de crâne confédéré sur l'avant-bras, visible sous la lueur des phares. Pas de badge, pas de témoin, juste une intention meurtrière gravée sur leur visage. Jacques arracha la portière côté conducteur, saisissant Claire par le col pour la traîner au sol. Ses genoux heurtèrent la terre, les graviers s'enfonçant dans sa peau. « Tu croyais que ton petit appel allait nous arrêter ?» siffla-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Louis, derrière lui, éclata d'un rire guttural, ses poings serrés comme s'il s'apprêtait à frapper. Claire, le visage pressé contre le sol, sentit la panique menacer de l'envahir, mais elle la repoussa, canalisant sa peur en une rage froide. Elle n'était pas une victime. Pas encore. Alors qu'il la relevait brutalement, Claire repéra un éclat métallique à moitié enfoui dans le gravier, un morceau de ferraille rouillé, tranchant comme une lame improvisée. Elle mémorisa sa position, attendant le bon moment. Jacques la poussa vers une structure délabrée, une sorte de hangar abandonné dont les planches pourries grinçaient que sous le vent. « On va s'amuser un peu avant que tu disparaisses. » murmura Louis, ses mots dégoulinant de menaces. Claire trébucha, feignant la faiblesse, mais son esprit tournait à plein régime. Elle savait qu'elle n'avait que quelques secondes pour agir. D'un mouvement brusque, elle pivota et donna un coup de talon dans le genou de Louis, le faisant chanceler avec un cri de douleur. Profitant de la surprise, elle plongea vers le sol, ses doigts se refermant sur la ferraille. La rouille lui entailla la paume, mais elle ignora la douleur, brandissant l'arme improvisée. Louis se redressa, le visage tordu par la rage, et chargea. Claire esquiva, tailladant son bras avec le métal. Un filet de sang jaillit, et il recula en jurant. Jacques, plus prudent, s'avança, un morceau de béton ramassé à la hâte dans la main. « Tu vas regretter ça », grogna-t-il, ses lunettes reflétant la lueur des phares comme deux miroirs maléfiques. Claire se mit en garde, ses années d'entraînement au combat rapproché prenant le dessus. Elle savait qu'elle ne pouvait pas les vaincre à la force brute, mais elle pouvait gagner du temps. Et du temps, c'était tout ce dont elle avait besoin. Dans sa poche, elle sentit le poids d'un second téléphone, un appareil de secours qu'elle portait toujours en mission. Si elle pouvait l'activer, Antoine pourrait localiser sa position exacte. Soudain, un bruit de moteur au loin attira l'attention de Jacques. Une voiture ralentit sur l'autoroute, ses phares balayant le fossé. Claire reconnut la silhouette d'une vieille berline, différente du camion de pierre vu plus tôt. À son volant, une femme aux cheveux courts observait la scène, son visage éclairé par la lumière du tableau de bord. Sophie Lemaire, une journaliste indépendante, enquêtait depuis des mois sur les abus de pouvoir dans ce comté. Par un hasard providentiel, elle avait pris cette route pour rentrer chez elle après une interview infructueuse. Intriguée par la voiture dans le fossé, elle s'arrêta, son instinct de reporter flairant une histoire. Elle sortit son téléphone et commença à enregistrer, restant à distance pour ne pas être repérée. Jacques, alerté par les phares, aboya à Louis de vérifier. « Dégagez-les » ordonna-t-il, avant de se tourner vers Claire, resserrant sa prise sur le béton. Profitant de la distraction, Claire plongea la main dans sa poche, activant le téléphone de secours. Ses doigts tremblants trouvèrent le bouton d'appel d'urgence, et la voix d'Antoine Berger résonna de nouveau, cette fois à peine audible à cause du haut-parleur endommagé. « Colonel Dubois,
donnez-moi votre position exacte. Jacques, entendant le son, rugit de frustration et arracha le téléphone, le fracassant contre le sol. Mais l'appel avait déjà transmis les coordonnées GPS. Claire, le souffle court, fixa Jacques droit dans les yeux. « Vous venez de faire la pire erreur de votre vie, murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Jacques la gifla violemment, la projetant contre le mur du hangar. La douleur explosa dans sa mâchoire, mais elle resta debout, refusant de plier. Dehors, Sophie, cachée derrière un buisson, continuait d'enregistrer. Elle zooma sur la scène, capturant l'agression et les visages des deux hommes. Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait que ces images pouvaient changer la donne. Elle envoya un message rapide à un collègue, lui demandant de surveiller sa position au cas où les choses tourneraient mal. Louis, revenu après avoir chassé la voiture fantôme, ne remarqua pas sa présence. C'était juste un curieux, marmonna-t-il, rejoignant Jacques. Les deux hommes traînèrent Claire à l'intérieur du hangar, où l'odeur de bois pourri et d'essence rance saturait l'air. Ils la jetèrent au sol, et Jacques s'accroupit devant elle, un sourire cruel aux lèvres. « Personne ne viendra te chercher ici, » dit-il, tirant une paire de menottes en plastique de sa poche. Mais Claire n'était pas seule. À des kilomètres de là, Antoine Berger et mobilisait une équipe de police militaire, leurs hélicoptères déjà en route. Il avait entendu assez pour comprendre l'urgence. Dans le hangar, Claire jouait la carte de la soumission, baissant les yeux pour masquer sa détermination. Elle repéra un tuyau métallique rouillé appuyé contre un mur, à quelques mètres. Si elle pouvait l'atteindre, elle aurait une chance. Louis, moins vigilant, s'éloigna pour allumer une cigarette, laissant Jacques seul avec elle. « Tu vas payer pour ton arrogance, cracha-t-il, levant le béton pour frapper. Claire roula sur le côté, évitant le coup, et bondit vers le tuyau. Ses doigts se refermèrent sur le métal froid, et elle pivota juste à temps pour bloquer un second assaut de Jacques. Le combat fut bref mais féroce. Jacques, plus grand et plus lourd, tenta de la désarmer, mais Claire utilisa son agilité, frappant ses côtes avec le tuyau. Il grogna, lâchant le béton, et tenta de l'étrangler. Elle planta son genou dans son estomac, le repoussant. Louis, alerté par le bruit, revint en courant, mais avant qu'il ne puisse intervenir, un vrombissement sourd déchira la nuit. Des projecteurs d'hélicoptères balayèrent le hangar, leurs faisceaux perçant les planches disjointes. Jacques se figea, le visage blême. « Qu'est-ce que pot » murmura-t-il, tandis que Claire, le souffle haché, brandissait le tuyau comme un bouclier. « C'est fini, dit-elle, sa voix rauque mais triomphante. Les portes du hangar s'ouvrirent à la volée, et une équipe de police militaire déferla, armes levées. « À terre !» hurla leur commandant, un homme à la carrure imposante. Jacques et Louis, pris au dépourvu, levèrent les mains, mais leurs regards promettaient une vengeance future. Claire lâcha le tuyau, ses jambes tremblant sous l'adrénaline. Un médic s'approcha, vérifiant ses blessures, mais elle le repoussa doucement. « Je vais bien », murmura-t-elle, son regard fixé sur les deux hommes menottés. Sophie, toujours cachée, filmait la scène, ces images devenant la preuve irréfutable de leur culpabilité. Mais alors que Claire pensait le cauchemar terminé, une nouvelle silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. François Moreau, sénateur influent et frère aîné de Jacques, entra, vêtu d'un costume impeccablement taillé. Son sourire était celui d'un homme habitué à contrôler les situations. « Messieurs, ceci est une erreur, » dit-il d'une voix mielleuse, brandissant une injonction judiciaire. Antoine Berger, arrivé sur place, s'avança, son regard d'acier croisant celui du sénateur. « Votre injonction ne vaut rien ici, » rétorqua-t-il, sa voix vibrante d'autorité. François ricana, mais ses yeux trahissaient une inquiétude. Il savait que l'enregistrement de Sophie et l'intervention militaire compliquaient son plan. Claire, soutenue par un soldat, observa la confrontation. Elle comprit que la bataille ne se limitait plus à un fossé sur l'autoroute. François Moreau n'était pas seulement un protecteur de son frère, il était le cerveau d'un système de corruption profondément enraciné. En remontant dans un Humvee militaire, Claire serra les poings. La nuit avait révélé ses ennemis,
mais elle avait aussi allumé une étincelle de résistance. Sophie, cachée dans l'ombre, envoya ces images à un média national, déclenchant une tempête qui allait bientôt secouer le comté. Pour Claire, le combat pour la justice ne faisait que commencer, et elle était prête à aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Sous un ciel gris d'acier, Claire Dubois se tenait droite face à une mer de micros et de caméras, son uniforme militaire impeccable, ses décorations scintillant sous les flashs. Le vent portait une fraîcheur mordante, mais elle n'en ressentait rien, portée par une détermination forgée dans l'épreuve. Quelques heures seulement s'étaient écoulées depuis son calvaire sur l'autoroute 577, mais déjà, le monde semblait s'être retourné. L'enregistrement de Sophie Lemaire, la journaliste téméraire qui avait capturé l'agression de Jacques Moreau et Louis Garnier, faisait le tour des réseaux sociaux, déclenchant une onde de choc à travers le pays. Les hashtags #justice pour Claire et #vérité en marche dominaient les discussions en ligne, portées par une indignation collective face à l'abus de pouvoir. Pourtant, Claire savait que la bataille était loin d'être gagnée. François Moreau, le sénateur à l'influence tentaculaire, n'allait pas se rendre sans combattre, et son ombre planait toujours, menaçante. Debout sur une estrade improvisée devant une base militaire, Claire prit une profonde inspiration. À ses côtés, le général Antoine Berger, visage impassible mais regard d'acier, incarnait un rempart contre les assauts à venir. Derrière eux, une bannière proclamait « Honneur et vérité », un rappel des valeurs que Claire avait juré de défendre. Elle s'avança vers le pupitre, sa voix claire et ferme résonnant dans l'air. « Je m'appelle Claire Dubois, colonel de l'armée des États-Unis. J'ai servi mon pays pendant plus de 20 ans, et hier soir, sur l'autoroute 577, j'ai été attaqué non pas par des ennemis étrangers, mais par ceux censés protéger nos lois. » Les journalistes, suspendus à ces mots, griffonnaient frénétiquement. Claire leva une main, tenant une clé USB. Ceci contient la preuve que les accusations portées contre moi, orchestrées par le sénateur François Moreau, sont des mensonges. Une analyse forensique a confirmé que l'enregistrement audio, où l'on prétend m'entendre proférer des insultes, est un faux grossier. Ah, un murmure parcourut la foule. Sophie Lemaire, discrète mais présente dans un coin, filmait la scène, ces images destinées à amplifier la voix de Claire. À ses côtés se tenait Émile Durand, un jeune avocat passionné qui s'était porté volontaire pour représenter Claire dans ce qui s'annonçait comme une bataille judiciaire historique. Émile, avec son costume légèrement froissé et ses lunettes glissant sur le nez, incarnait une nouvelle génération de juristes refusant de plier devant le pouvoir. Il avait passé la nuit à analyser les preuves, travaillant avec une équipe de cybersécurité pour démonter l'audio falsifié. Ce n'est pas seulement l'histoire de Claire, avait-il murmuré à Sophie avant la conférence. C'est celle de tous ceux qu'on réduit au silence. François Moreau, absent physiquement mais omniprésent dans les esprits, avait déjà contre-attaqué. Quelques heures plus tôt, il était apparu à la télévision nationale, brandissant un nouvel enregistrement soi-disant incriminant, où Claire semblait menacer un officier. Le sénateur, avec son charisme froid, avait accusé Claire d'être une imposture, une infiltrée cherchant à déstabiliser l'ordre local. Cette accusation, absurde mais savamment relayée par ses alliés médiatiques, avait semé le doute chez certains. Claire, en entendant ces mensonges, avait senti une rage sourde monter en elle, mais Antoine l'avait rappelé à la raison. La vérité est une arme lente, mais elle tranche plus profond, avait-il dit, citant un proverbe qui résonnait avec la patience stoïque de la culture française. Dans la salle de commandement où Claire s'était réfugiée après sa libération, l'atmosphère était tendue. Antoine, penché sur une carte tactique, coordonnait avec le département de la justice pour sécuriser les preuves. Sophie, arrivée peu après avec ses enregistrements, avait partagé une découverte cruciale. Une caméra de surveillance routière, installée à un carrefour près du lieu de l'agression, avait capturé une partie de l'incident. Les images, bien que granuleuses, montraient clairement Jacques et Louis en train de brutaliser Claire, corroborant son témoignage. Émile, les yeux rougis par le manque de sommeil, rédigeait une plainte fédérale contre les deux adjoints et, plus audacieusement, contre François pour obstruction à la justice. Mais François ne jouait pas seulement sur le terrain légal. Dans l'ombre, il mobilisait son réseau d'influence, contactant des juges, des rédacteurs en chef,
et même des officiers de police locaux. Une rumeur, insidieuse, commença à circuler. Claire, en raison de ses origines françaises, était soupçonnée d'espionnage pour un gouvernement étranger. Cette calomnie, bien que grotesque, trouva un écho dans certains cercles conspirationnistes, amplifiés par des bots sur les réseaux sociaux. Claire, en lisant ces accusations sur un écran, sentit un frisson la parcourir. Elle n'avait jamais caché sa double identité culturelle, fière de son héritage français tout en servant loyalement les États-Unis. Mais voir cet héritage déformé pour la discréditer était une blessure nouvelle. Au cœur de cette tempête, un soutien inattendu émergea. Pierre, le routier qui avait assisté à la première agression sans oser intervenir, contacta Sophie après avoir vu les images virales. Rongé par la culpabilité, il offrit de témoigner, décrivant l'intimidation dont il avait été victime de la part de Louis. Son récit, simple mais sincère, ajouta une voix humaine à la cause de Claire, rappelant que la peur pouvait paralyser, mais que le courage pouvait renaître. Sophie, avec l'aide d'Émile, organisa une interview télévisée où Pierre raconta son histoire, son accent traînant du Midwest touchant des millions de spectateurs. Ce témoignage, combiné aux images de la caméra et à l'enregistrement de Sophie, fit basculer l'opinion publique. Dans la salle de presse, Claire poursuivit son discours, ignorant la fatigue qui alourdissait ses membres. « Je ne suis pas seule dans ce combat », déclara-t-elle, sa voix vibrant d'une émotion contenue. Chaque personne qui a été humiliée, réduite au silence par ceux qui abusent de leur pouvoir, se tient à mes côtés. Nous ne plierons pas. Antoine s'avança, prenant la parole. Toute tentative de faire taire la colonelle Dubois rencontrera la pleine résistance fédérale. Cette affaire est désormais une enquête nationale. Les reporters lancèrent une salve de questions, mais Claire leva une main, imposant le silence. « Je suis encore debout, et je viens chercher la vérité. » À cet instant, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Contre son instinct, elle décrocha, et une voix familière, venimeuse, s'éleva. « Tu penses avoir gagné, Dubois ? Regarde mieux ton propre camp. » C'était Jacques Moreau, libre sous caution grâce aux manœuvres de son frère. La ligne coupa, laissant Claire figée. Antoine, remarquant son trouble, posa une main sur son épaule. « Qu'est-ce que c'était ? » demanda-t-il. Claire secoua la tête, refusant de céder à la peur. Mais les mots de Jacques résonnaient. Une trahison interne ? Elle balaya la pensée, se concentrant sur l'urgence. Quelques heures plus tard, le département de la justice confirma que l'enregistrement de François était un deepfake, fabriqué à partir d'anciennes conférences de Claire. Une équipe d'experts en cybersécurité, dépêchée par Antoine, traça l'origine du fichier jusqu'à un contractant lié à un allié de François. Cette révélation, publiée par un grand média grâce à Sophie, porta un coup fatal à la crédibilité du sénateur. Pourtant, François contre-attaqua, apparaissant sur une chaîne conservatrice avec une nouvelle injonction, exigeant l'arrestation immédiate de Claire pour obstruction. Devant les caméras, il joua la carte du patriote outragé, son sourire calculateur masquant à peine sa fureur. À la base militaire, Claire, Antoine, Sophie et Émile se réunirent dans une salle sécurisée. Les murs vibraient du bourdonnement des hélicoptères patrouillant au-dessus. « Il veut nous entraîner dans un tribunal local, où il contrôle tout », avertit Émile, ajustant ses lunettes. Sophie, tapant frénétiquement sur son ordinateur, proposa une stratégie audacieuse, diffuser en direct une confrontation avec François, forçant la transparence. Claire, après un moment de réflexion, approuva. La vérité doit être vue, pas seulement entendue, dit-elle, un écho de la clarté morale française. Le lendemain, dans une salle bondée de journalistes, Claire fit face à François. Les caméras tournaient, retransmettant l'événement en direct. François, confiant, répéta ses accusations, mais Claire, armée des preuves, le démantela point par point. Elle présenta l'analyse du deepfake, les images de la caméra, et le témoignage de Pierre. Lorsque François tenta de l'interrompre, elle leva une main, son regard perçant. « Vous avez fini, sénateur ? Parce que la vérité, elle, n'est pas encore terminée. »
La salle explosa en murmures, et François, pour la première fois, vacilla. Quelques jours plus tard, le sénateur fut formellement inculpé pour falsification de preuves, subornation de témoins et obstruction à la justice. Jacques et Louis, emprisonnés sans caution, firent face à des accusations aggravées. À Fort Leonard Wood, Claire s'adressa à une assemblée d'officiers et de civils, dévoilant l'initiative Intégrité et Action, un programme pour protéger les lanceurs d'alerte. Derrière elle, un écran projetait des lettres reçues de soldats, de vétérans, de citoyens ordinaires, tous inspirés par son courage. Ces missives, archivées dans ce qu'elle appelait le « dossier du bois », furent numérisées et partagées, devenant un symbole de résistance. Dans un moment de calme, Claire marcha seule sur les terrains d'entraînement, son uniforme orné de nouvelles décorations. Elle songea à ses ancêtres français, à leur lutte pour la liberté, et sentit une connexion profonde avec leur esprit. Le combat n'était pas fini, mais pour la première fois, elle savait qu'il avançait dans la bonne direction. Sophie, devenue une amie, lança une série d'articles sur la corruption systémique, tandis qu'Émile créa un fonds juridique pour les victimes d'abus. Pierre, libéré de sa peur, s'engagea comme bénévole dans une association locale. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Claire reçut un dernier appel anonyme. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre, susurra une voix. Elle sourit, raccrochant sans répondre. La guerre, elle l'amènerait, un pas à la fois, avec la vérité comme étendard. Et elle savait qu'elle n'était plus seule. Réflexion et leçons de vie. Inspirée par l'histoire de Claire Dubois. L'histoire de Claire Dubois, une colonelle de l'armée américaine confrontée à l'injustice sur l'autoroute 577, est bien plus qu'un récit d'une nuit dramatique. C'est un miroir tendu à notre société, révélant les failles du pouvoir, les abus d'autorité et la résilience de ceux qui osent défier l'oppression. En tant que personne imprégnée de la culture française, où l'honneur, la justice et la liberté sont des piliers sacrés, cette histoire résonne profondément. Elle nous rappelle les idéaux des Lumières, portés par des figures comme Voltaire ou Rousseau, qui appelaient à la vérité et à la résistance face à l'arbitraire. À travers le prisme de cette épopée, je souhaite partager mes réflexions et les leçons que nous pouvons tirer pour enrichir nos vies quotidiennes. D'abord, l'histoire de Claire incarne le courage de tenir tête à l'injustice, même lorsque tout semble perdu. Lorsqu'elle est brutalisée par Jacques et Louis, Claire ne cède pas à la peur. Elle puise dans sa discipline militaire et son héritage français, une fierté stoïque face à l'adversité, pour garder son sang-froid. Cette résilience est une leçon universelle. Dans nos vies, nous faisons tous face à des moments où le pouvoir, qu'il soit exercé par un supérieur, une institution ou une situation, cherche à nous écraser. Comme Claire, nous devons apprendre à canaliser notre peur en une force intérieure, à garder la tête haute et à agir avec dignité. En France, où l'histoire est marquée par des figures comme Jeanne d'Arc, ce courage individuel est célébré comme un acte de foi en soi et en la justice. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de la solidarité. Sans l'intervention de Sophie, la journaliste, de Pierre, le routier, ou d'Antoine, le général, Claire aurait pu être engloutie par le système corrompu de François Moreau. Ce réseau d'entraide, même imparfait, reflète une valeur française fondamentale, la fraternité. Dans notre société moderne, où l'individualisme peut parfois l'emporter, cette histoire nous rappelle que personne ne triomphe seul. Appliquons cela dans nos vies en soutenant ceux qui luttent, qu'il s'agisse d'un collègue injustement traité ou d'un voisin en difficulté. Un simple geste, un témoignage, un message, une main tendue, peut changer le cours d'une bataille. Un autre enseignement crucial, c'est la puissance de la vérité. Claire, face à un deepfake et à des accusations mensongères, choisit de riposter avec des preuves et une transparence absolue. Dans un monde saturé de désinformation, où les réseaux sociaux amplifient les mensonges plus vite que les faits, cette quête de vérité est un appel à la vigilance. En France, où le débat public est une institution presque sacrée, nous devons cultiver un esprit critique, vérifier les sources et défendre les faits, même lorsque cela demande du courage. Cela peut se traduire dans nos vies par des actions simples, corriger une fausse rumeur, soutenir un média indépendant ou éduquer nos proches sur l'importance de la véracité. Enfin, l'histoire de Claire nous enseigne la persévérance. Même après avoir échappé au hangar,
elle doit affronter une guerre plus vaste contre François et son réseau. Elle ne baisse pas les bras, transformant son épreuve en un mouvement pour protéger les lanceurs d'alerte. Cette ténacité, teintée d'un idéalisme pragmatique, est profondément française. Elle évoque la résistance, où des citoyens ordinaires ont défié un pouvoir oppressif par des actes constants et déterminés. Dans nos vies, cela signifie ne pas abandonner face aux obstacles, qu'il s'agisse d'une injustice au travail, d'une lutte personnelle ou d'un combat pour une cause plus grande. Chaque pas compte, et chaque effort construit l'avenir. En conclusion, l'histoire de Claire Dubois est un hymne à la résistance, à la solidarité et à la vérité. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de nous lever, de parler et d'agir. Appliquons ces leçons en étant des citoyens vigilants, des alliés loyaux et des défenseurs de la justice. Comme Claire, soyons des phares dans l'obscurité, guidés par l'honneur et la conviction que la vérité finit toujours par triompher. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et en la force de la vérité, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier la voix de ceux qui luttent, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits de courage. Laissez un commentaire ci-dessous, partagez votre propre expérience d'injustice ou vos idées pour un monde plus juste. Ensemble, faisons entendre nos voix et bâtissons un avenir où personne ne doit se battre seul.